Bonsoir, chers internautes. On a comme invité Darshari Mikidash, président du Cercle des économistes des experts comoriens, fondateur et représentant à l'international de l'ONG Ushababi Wameso, membre personnalité du Gotha Noir en Europe, parmi les 400 personnalités et cadres des élites africaines en Europe. Concepteur d'un programme de soutien aux jeunes citoyens comoriens. Tu es parmi les membres de la diaspora qui sont très engagés pour le développement des Comores. Je vais vous poser une question concernant la contribution de la diaspora aux Comores. Que pensez-vous de cette diaspora et de sa contribution au niveau du développement des Comores? Bon, cher Antif, je voulais avant tout remercier l'équipe de Comores Info pour l'honneur que vous m'avez donné pour cette prise de parole, parce que il est important que non seulement la diaspora, mais les Comoriens discutent, débattent. C'est très important pour le développement des Comores. C'est dans l'échange, dans la contradiction, pas seulement opposition, mais constructif, qu'on peut avancer le pays. Donc, je tenais à vous remercier avant tout. Deuxièmement, en ce qui concerne votre question concernant la diaspora, c'est une problématique que j'ai répondu à plusieurs reprises dans le cadre de mes publications. La diaspora comorienne, elle représente l'équivalent donc de ce qu'on appelle 25% du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite aux Comores, et plus que l'aide au développement aux Comores. Et c'est plus de 180% du budget national, c'est-à-dire des recettes qui sont envoyées aux Comores. Donc la diaspora envoie près de 60 milliards de fonds comoriens. Fois 2, ça fait en euros, ça fait dans les 120 à 140 millions d'euros. Et donc c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de transferts d'argent. Pas seulement la diaspora, justement le rôle de la diaspora, c'est pas seulement d'envoyer de l'argent, mais elle contribue dans le développement des Comores. Il est vrai que la diaspora envoie de l'argent pour aider les familles qui sont sur place. Donc la diaspora participe au soutien des familles. Ça, premièrement, au niveau alimentaire. Mais elle participe également en termes donc, de construction d'infrastructures, c'est-à-dire des routes, d'électricité. La diaspora a beaucoup apporté, que ce soit en termes villageois, en termes communautaires. Donc ça, c'est un apport qui n'est pas négligeable. Deuxième point. Troisième point, la diaspora apporte également en matière de savoir-faire. Savoir-faire à la fois en termes techniques, en termes d'organisation, mais également en termes donc, de management dans le privé, c'est-à-dire dans la création d'entreprises. Il y a des jeunes cadres qui vont sur place et qui créent des entreprises, qui créent des emplois. Malheureusement, ce n'est pas suffisant en termes d'accompagnement au niveau des autorités. Pas seulement les nouveaux, mais d'avant. Donc le rôle de la diaspora est crucial dans le développement des Comores. La diaspora, elle est une sorte de soupape de sécurité pour les Comoriens en cas de crise. Mais moi, en tant qu'économiste, j'ai beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses à faire parce que l'argent qui est envoyé aux Comores, à peine 10% de cet argent-là est investi dans ce qu'on appelle le secteur productif, c'est-à-dire dans le secteur qui crée des richesses. Or, il faudrait que ça aille au-delà. Quand on regarde les Asiatiques, quand ils envoient de l'argent, plus de 1/3 de l'argent qui est envoyé sert à créer des emplois et des richesses. Et là, il y a de quoi faire. Il y a des mesures à mettre en œuvre. Si vous voulez, je peux continuer, mais je suppose que vous avez d'autres questions. Est-ce que le gouvernement comorien, connaissant qu'il y a des transferts importants qui viennent de la diaspora, quelles mesures il peut prendre pour capter cette manne financière et le rendre productif au niveau recettes fiscales? Quelles mesures concrètes ils peuvent prendre pour capter et utiliser cette manne financière à bon escient? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cet argent-là, c'est un flux d'argent qui est envoyé. Ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, il n'y a pas eu de mesures qui ont été mises en œuvre. La Banque centrale avait essayé de créer ce qui s'appelle des bons de la diaspora. Bon, ça n'a pas abouti. Ça, ils ont fait. Moi, j'ai proposé dans mes publications une mesure nouvelle, à la fois de faire travailler l'argent qui dort dans les banques
Et là, la diaspora a son rôle. J'ai proposé de créer ce qu'on appelle un livret d'épargne développement dans lequel la diaspora peut mettre de l'argent là-dedans pour que ça serve à financer à la fois les gens qui veulent emprunter de l'argent pour créer des entreprises, mais aussi pour créer leurs propres entreprises ou pour construire des maisons. Premièrement. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la bibancarisation, c'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, la banque postale des Comores, ou créer une autre banque de la diaspora qui va capter l'épargne de la diaspora qui est ici et en contrepartie d'avantages fiscaux, mais aussi de taux d'intérêt intéressants, pouvoir financer des projets localement, mais en créant un dispositif fiscal, des avantages, mais aussi des taux d'intérêt bas pour que cet argent soit orienté dans des secteurs clés qui créent de l'emploi. Par exemple, ça peut être l'agriculture, ça peut être dans le tourisme, ça peut être dans les services, dans l'économie numérique. Voilà. Et troisième point, c'est ce que j'ai fait un rapport dessus, et il est soumis aux autorités anciennes et les nouvelles autorités, mais c'est à eux d'agir, je ne suis pas aux responsabilités. Mais j'ai proposé la création de ce qu'on appelle une caisse de dépôt et de développement des Comores. En France, il y a ce qu'on appelle la caisse des dépôts et des consignations. Il ne faut pas faire du copier-coller, mais ça veut dire que l'argent qui dort dans le livret A, elle est utilisée pour financer le logement social, mais aussi pour financer les infrastructures. Pourquoi ne pas faire pareil, utiliser cette caisse avec l'argent de la diaspora, mais pour ça, il faut susciter une confiance, pour qu'ils puissent investir dans ce que j'appelle le livret d'épargne développement. Et cet argent-là, eux, ils ont un intérêt à la fois, ils sont rémunérés, mais qu'ils aient des avantages pour qu'ils puissent bénéficier d'un taux réduit ou un T0 pour pouvoir financer des projets. Et l'État peut utiliser cet argent-là aussi pour financer des infrastructures, à la fois au niveau des routes, au niveau donc, des transports, en matière donc, de formation. C'est très important, la formation des jeunes, et la formation, pas seulement la formation théorique, mais la formation aussi technique et professionnelle. Donc, vous voyez, ces trois mesures-là, c'est très important. On pourrait, à terme, émettre ce qu'on appelle les bons du trésor, mais pour ça, pour que la diaspora puisse souscrire. Par exemple, on peut fixer qu'on veut emprunter 10 milliards de francs comoriens pour financer, par exemple, une compagnie aérienne. La diaspora peut y participer parce qu'elle a un pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, mais pour ça, il faut que le cadre macroéconomique soit mis en place. Il faut qu'il y ait des moyens qui attirent les diasporas. Il faut qu'il y ait des dispositifs comme des guichets uniques pour accompagner les gens des diasporas, parce que les gens des diasporas, c'est des citoyens comoriens, il ne faut pas oublier. Et ils contribuent beaucoup au développement des Comores. Et là, l'État doit agir. Il ne suffit pas de venir en France et dire « Venez investir aux Comores, on vous accueille ». Bon, ça c'est des paroles. Ce qu'il faut, c'est de mettre en place. Fini la campagne, on est dans la pratique. Et le gouvernement doit agir. Le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement d'un camp, de la CRC ou de Joua ou d'autres, mais c'est le gouvernement des Comoriens. Monsieur Azali Assoumani est le président de tous les Comoriens en tant que tel. Nous, moi en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que citoyen, on doit l'interpeller, parce que un pays ne peut pas avancer sans qu'il y ait à la fois des gens qui contredisent et qui proposent. Moi, je suis là pour proposer. Je ne suis pas là pour faire la critique pour critiquer, mais pour faire avancer le pays. Et je m'y engage. Monsieur Darchari, oui. Il y a beaucoup d'argent qui circule au moment des grands mariages. Oui. Sachant que la plupart des personnes qui financent le grand mariage aux Comores, c'est des gens de la diaspora. Donc, pensez-vous pas que l'État peut prendre des mesures pour que l'argent qui circule dans les grands mariages soit taxé pour bénéficier soit localement, soit au niveau national, parce que tout le monde critique le grand mariage par son gaspillage. C'est-à-dire que des gens travaillent pendant des années pour gaspiller de l'argent pendant une semaine sans que cet argent serve à la communauté ni à la famille. C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai proposé des mesures dans ce sens-là. Il ne suffit pas, moi je suis pour un grand mariage, on peut le supprimer, c'est bien, mais c'est vrai, je vais faire le premier constat, c'est que le grand mariage, surtout au Grand Comorien, parce que c'est ça, est financé comment? Il est financé à la fois par, effectivement, des emprunts extérieurs, mais aussi local. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Comoriens qui déposent de l'or en contrepartie d'un prêt pour financer le mariage. Il y a même des prêts pour le grand mariage dans les banques comoriennes qui existent. Il y a aussi ce qu'on appelle la tontine.
C'est-à-dire qu'il y a une cotisation ça permet de lever de l'argent. Ça, c'est un point. Il y a aussi l'argent que lorsque quelqu'un fait un grand mariage, les gens les gens pour lesquels la personne qui fait le grand mariage a déjà cotisé par le passé, ils viennent lui apporter de l'argent. Donc, vous voyez, il y a plusieurs systèmes. Moi, ce que je proposerais, c'est qu'il y ait, lorsque quelqu'un fait un grand mariage, qu'il y ait une contribution, effectivement, des dépenses, des montants globalisés, des dépenses du grand mariage. Une partie doit être servie à la fois pour la commune, ça peut être une taxe ou une participation, à la fois pour la région et pour l'État, qui pourrait être collectée par exemple par la direction. Ouais. Ça peut être le maire peut avoir la responsabilité pour déjà pour savoir la quantité d'argent qui est dépensée pour acheter les bœufs, etc., pour quantifier. Et en fonction de ça, quand on dit il y a un pourcentage qui est versé, par exemple 10% ou 20%, ça peut être ça. C'est pas fini. Cet argent-là, ça peut servir à ça. Cette contribution. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi qu'il y ait un dispositif qui est pérenne. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de le faire d'un seul coup. Il faut responsabiliser les mairies, comme tu le dis, mais il faut qu'ils soient aussi associés et qu'ils soient impliqués. D'accord. Ça, c'est une mesure. Ça ne suffit pas, mais c'est un début parce qu'il faut qu'on arrive à avoir une vision globale de quelqu'un qui fait un grand mariage, de montants globaux pour pouvoir taxer. Donc, il y a des mesures à mettre en place en matière fiscale et en matière donc de recouvrement et d'identification. Parce que les gens peuvent cacher. Donc il va falloir jouer la transparence, réformer l'administration et la fiscalité au niveau des communs pour ça. Mais c'est une mesure qui est envisagée. Le problème, c'est que les politiques quand ils sont en campagne, ils disent des choses, mais quand ils sont dans l'application, ils n'agissent pas. Parce que c'est une mesure qui est sensible, mais moi je pense qu'on pourrait mettre ça en place. Donc c'est une idée qui va dans le bon sens. Est-ce que l'État aussi, parce que moi je propose un État très interventionniste, oui. Est-ce que l'État ne peut pas aussi intervenir pour organiser le financement des associations villageoises? Parce qu'il y a des financements pour les projets des villages et régionales, mais ces financements-là sont souvent détournés par les gens du village. Oui, il y a beaucoup de détournements dans ce... Donc on peut faire le parallèle avec ce qu'on appelle abus de biens sociaux. Est-ce qu'une loi ne peut pas intervenir parce que dans le village, si c'est le père ou l'oncle qui a détourné l'argent, ils auront honte de porter plainte. Donc ce qui fait que la plupart des financements des financements des diasporas s'évaporent sans qu'ils puissent être productifs ou bénéficier au village. Donc est-ce que l'État ne peut pas intervenir pour faire en sorte que l'argent des Comoriens ne soit pas un argent de l'argent qui n'est pas productif? Là, tu soulèves deux questions. Tu parles d'une question de justice et tu parles d'une question d'efficacité. Là, une association, il y a une liberté d'association. L'État ne peut pas intervenir dans le fonctionnement d'une association pour chercher le financement. Même si tu le dis, dans la pratique, déjà l'État a du mal à recouvrer l'ensemble des recettes fiscales, alors tu lui demandes à l'État d'aller s'occuper des associations villageoises. C'est pas possible. Par contre, l'État peut agir en matière donc de justice et d'impunité. C'est-à-dire que l'État ne peut pas entrer dans une association pour pouvoir demander, il peut demander des comptes aux associations qui existent, qui sont enregistrées. Il peut faire une loi, par exemple, pour que chaque association soit enregistrée et qu'ils rendent des comptes, des bilans effectifs sur les comptes rendus. Et ça, c'est des mesures qui peuvent être mises en place et vérifier s'il y a des malversations. Oui. Et que l'État se donne le moyen, que ça peut être une cour ou la cour des comptes, la section cour des comptes de la Cour suprême, pour demander à mettre en place des mesures pour les abus de biens sociaux où les membres de l'association ils peuvent porter plainte ou signaler cet événement-là. Mais l'État ne peut pas être intervention à ça parce qu'il y a la liberté d'entreprendre, la liberté d'association. Par contre, l'État peut être vigilant en termes de bilan, lorsqu'il y a des plaintes, pour agir en matière de justice. Parce que la justice, c'est très important dans un pays. Sans confiance, le pays ne peut pas avancer. Moi, je suis pour un développement qui se base sur la justice. Monsieur Darchari, on va rentrer dans les questions d'actualité. Oui. Parce qu'en fait, nos internautes aimeraient savoir votre avis sur
sur des questions d'actualité aussi, parce que vous êtes l'expert. Donc, je ne suis pas expert, hein, je suis un citoyen, un acteur politique qui a ma vision. On saisit cette occasion pour vous poser une question sur le slogan programme. On peut parler de slogan programme du président Azali Assoumani, qui dit « Un jeune, un emploi ». Est-ce réaliste de dire ça alors qu'en arrivant au pouvoir, il a supprimé 2600 emplois de jeunes sans accompagnement et sans indemnité. Mais est-ce réaliste en 5 ans de faire en sorte que tous les jeunes aient un emploi? Bon, la question c'est que c'est le candidat Assoumani Azali qui est devenu président qui a fait ce slogan-là. Bon, je ne suis pas responsable de son slogan. Il n'est plus candidat. Il n'est plus candidat. Maintenant, quand on fait une promesse, il faut la tenir. Maintenant, pour ma part, un slogan qui dit un emploi à un jeune, c'est pas réaliste. Par contre, on peut se rapprocher. Mais pour se rapprocher, il faut mettre en place des mesures qu'il faut. Il y a eu, pour passer l'actualité, il y a eu à peu près 2600 jeunes contractuels qui ont été licenciés sans droit. On peut se poser la question qui est soulevée, c'est que c'est des contractuels qui ont engagé une démarche politique. En même temps, effectivement, la suppression de ces emplois-là, ça a dégagé un budget. Je ne sais pas combien fait 2600 par minimum chacun. Si on fait chacun 50 000, ça fait pas moins d'au moins des 10 millions, au moins des 10 millions par mois d'argent qui est gagné, ou plus. Ça dépend du montant, mais si on fait un million de 50 000 francs par 50 000 francs comoriens par agent, ça fait beaucoup d'argent. 3 000, tu fais 3 000 fois, ça fait peut-être 15 millions au minimum. Cet argent-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a servi pour le budget. Donc, la façon dont on fait, si c'est déjà je réponds d'abord au licenciement avant de parler d'un emploi à un jeune, comment faire. Donc, l'État aurait dû, prendre les mesures à la fois pour vérifier la compétence de ces agents-là, de ces gens qui ont été déjà, et voir comment faire pour les reclasser. Et vérifier, faire un bilan de compétences, c'est la première des choses, ou bien utiliser des dispositifs pour pouvoir faire des formations professionnelles à ces gens-là. Parce que pour créer un emploi à un jeune, il faut commencer par la formation. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il y a beaucoup de besoins au Comores en termes, par exemple, d'éducation. On constate chaque année que le taux de réussite au bac, il ne dépasse pas 50%. Le niveau des élèves a baissé. Pourquoi ne pas créer des emplois, je n'ai pas envie de dire des emplois jeunes, mais des emplois cadres, utiliser une partie de gens qui ont été licenciés et d'autres, les faire passer des concours et recruter par exemple 100, 200, mais qui sont rémunérés pour accompagner dans les établissements scolaires les jeunes pour hausser le niveau, faire du tutorat. Par exemple, et créer un dispositif permanent de formation pour des métiers, pas seulement pour ces jeunes-là, mais aussi pour l'ensemble des jeunes. Parce que pour créer un emploi, il faut que chaque jeune ait une compétence pour pouvoir travailler. C'est pour ça qu'il y a besoin de reformer l'université, il y a besoin de créer des lycées techniques et professionnels, et tout ça, ça demande des fonds. Donc, on pourrait donc recruter une partie de ces gens-là pour des besoins, les répartir à la fois au niveau de l'éducation, mais aussi, pourquoi pas au niveau de l'agriculture. On importe 90% de nos besoins au Comores. Ça, on peut créer un dispositif, travailler avec la Chine, par exemple, pour créer des fermes d'État, pour former ces gens-là, pour qu'ils puissent se prendre en charge, ou proposer à des jeunes, pour les accompagner dans la création de projets personnels. Une autre question d'actualité qui a fait un peu polémique sur le net. Oui. C'est la candidature des Comores à l'OMC. Oui. Certains commentateurs disent que c'est une mauvaise chose, puisque là on rentre dans un cadre où nous ne sommes pas compétitifs par rapport à d'autres pays. Il y a d'autres qui disent que c'est dans l'intérêt du pays de rentrer dans cette organisation. Qu'en pensez-vous? Que moi je dirais que de toute façon, entrer dans l'OMC, tôt ou tard, on sera obligé d'y arriver. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quelles étapes? Parce que quand on entre dans une organisation comme celle-là, comme par exemple le COMESA, il y a des mesures d'accompagnement. Ça veut dire il y a des tarifs douaniers qu'il faut limiter. Et justement, donc, c'est pas une mauvaise chose dans la mesure où des mesures correctives d'accompagnement sont mises en œuvre. Aujourd'hui, on importe 90% de nos productions. Moi, j'ai proposé ce qu'on appelle le Made in Comoros.
utiliser l'intervention de l'État avec des capitaux privés pour créer des industries à la fois qui créent des emplois pour les jeunes et les moins jeunes. Et là est formé. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose à condition de mettre en place les mesures d'accompagnement pour arriver à ce terme. Mais effectivement, si on ne fait rien, ça peut être une mauvaise chose parce que les Comoriens ne pourront pas s'en sortir. Et ce qu'il faut, c'est justement d'agir en prenant des réformes justes, durables,